N'assiste pas à la veillée funèbre de ton mari. Va plutôt chez ta sœur. Tu y verras tout. J'ai reçu ce mot le jour même de l'exposition du corps de mon mari. J'ai cru à une blague cruelle, mais j'ai quand même décidé de passer devant chez ma sœur. Quand j'ai ouvert la porte, je suis resté pétrifié par ce que j'ai vu. Mais avant de continuer, dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous m'écoutez. J'aimerais savoir jusqu'où mon histoire a voyagé. Keisha avait 36 ans. Au cours des dernières 48 heures, son visage semblait avoir vieilli plus qu'au cours des 10 dernières années. Les cernes sous ses yeux étaient profonds contre sa peau brune. Ses cheveux étaient attachés en désordre, ses mains tremblaient et tout son corps était glacé par la fraîcheur de l'aube et le poids du chagrin. Elle était dans la cuisine de sa maison, dans une banlieue calme d'Atlanta. Elle préparait du café qu'elle ne boirait pas. L'air sentait les lys funéraires, l'encens et l'absence. La maison était plongée dans le silence, un silence qui n'était pas paisible mais un gouffre profond. Tout était prêt pour son départ vers le salon funéraire, la robe noire, les chaussures à petits talons, le châle que Marcus lui avait offert pour leur dernier anniversaire. Elle était sur le point de s'habiller quand elle entendit le cliquetis métallique de la boîte aux lettres, une enveloppe blanche, pas d'adresse d'expédition, pas de timbre, pas de cachet de la poste, rien. Juste un message écrit en lettres capitales avec une encre noire, rugueuse et inégale, n'assiste pas à la veillée funèbre de ton mari. Va plutôt chez ta sœur. Il n'est pas seul. Keisha resta immobile près de la porte d'entrée. Elle tenait l'enveloppe dans une main et son âme brisée dans l'autre. Elle relisait ces mots encore et encore. Elle ne comprenait pas ce qu'ils signifiaient. Au début, elle a pensé que c'était une farce de mauvais goût, une de ces plaisanteries qui font plus de mal que 1000 coups de poignard parce qu'elles arrivent quand on a presque plus de sang. Mais la note n'était ni une menace ni une moquerie ordinaire. Elle lui était spécifique et mentionnait Tasha, sa sœur. Elle essaya de réfléchir logiquement. Peut-être que quelqu'un s'était trompé de maison, peut-être un voisin curieux, peut-être une tentative cruelle de la désorienter. Mais la note avait la précision de quelqu'un qui connaissait des secrets. Et quelque chose en elle, une voix qu'elle n'avait pas entendue depuis l'enfance, lui criait de ne pas l'ignorer. Elle resta dans l'entrée de sa maison pendant plusieurs minutes, serrant fermement le mot. Une partie d'elle voulait le déchirer, le jeter dans la cheminée et aller à l'exposition comme elle était censée le faire, pour finir d'enterrer sa douleur. Mais l'autre partie, celle qui avait commencé à souffrir avant même la mort de Marcus, l'empêchait de bouger. La maison de Tasha n'était qu'à 4 pâtés de maison, un petit bungalow qu'elle avait loué après s'être séparée de son mari Derek il y a 2 ans. Keisha et Tasha n'avaient jamais été proches. 10 ans de différence, des vies différentes, des silences gênants à chaque réunion de famille. Des vies différentes, des silences gênants à chaque réunion de famille. Mais quand Tasha a divorcé, Keisha lui a donné un double des clés de sa maison au cas où elle aurait besoin de quoi que ce soit. Elle gardait aussi une clé de la maison de Tasha, juste au cas où. Elle n'avait jamais imaginé que ce « juste au cas où » arriverait chargé de poison. Avec le mot dans sa poche et un nœud au cœur, Keisha regarda l'horloge. 2 heures avant l'enterrement. 2 heures pour dire au revoir à Marcus. 2 heures pour fermer un chapitre ou en ouvrir un tout nouveau. Elle attrapa son manteau et ses clés et partit sans plus réfléchir. Le vent de novembre frappa son visage comme une gifle. Elle marchait vite, comme si elle craignait que ses propres pensées ne la rattrapent. Elle passa devant des rues calmes, des pelouses tondues, des voisins se préparant pour leur dimanche, ignorant que quelqu'un était sur le point de découvrir une vérité qui lui briserait l'âme. Arrivée devant la maison de Tasha, tout semblait normal. Les stores étaient tirés, le petit jardin avait des plantes fanées et la boîte aux lettres était pleine de publicités. Rien n'indiquait que quelque chose d'étrange se passait à l'intérieur, mais alors qu'elle s'approchait de la porte, l'odeur du café frais l'arrêta, ainsi que quelque chose d'autre, une eau de Cologne pour homme, une senteur qu'elle ne connaissait que trop bien. Son cœur battait sauvagement. C'était la même odeur qu'elle avait sentie sur l'oreiller, sur ses vêtements, dans la voiture pendant des années. L'odeur de Marcus. C'était impossible. Impossible. Marcus était mort. Il était dans un cercueil froid. C'est du moins ce qu'on lui avait dit. Elle fouilla dans son sac. La clé était là, la clé qu'elle avait complètement oubliée. D'un geste tremblant, elle la glissa dans la serrure. La porte s'ouvrit sans effort, sans un seul bruit, comme si la maison l'attendait. À l'intérieur, il n'y avait pas de silence. Il y avait des bruits de pas, des voix, une féminine, une masculine. Des rires,
le tintement des tasses, une radio diffusant du jazz doux. Une scène domestique ordinaire, sauf que Keisha était en deuil et que son mari était censé être mort. Elle enleva ses chaussures pour ne pas faire de bruit. Elle remonta le couloir pieds nus, guidée par le bruit des couverts et des rires. Soudain, elle s'arrêta en entendant une voix d'homme dire « Est-ce qu'il reste du sucre ? Tu sais que j'aime quand c'est sucré. » C'était la voix de Marcus, sa voix profonde et douce, sans aucun doute. Cette voix qu'il avait réveillée tant de fois avec des promesses, des murmures et des mensonges. « Tu vas finir par avoir du diabète, » répondit Tasha en riant. « Mais allez, je vais t'en refaire un. » Keisha retint son souffle. Le monde tournait et elle ne pouvait plus bouger. Chaque pas qu'elle faisait était une nouvelle blessure. Elle s'approcha de la cuisine. La porte était entr'ouverte, et là, elle les vit. Tasha, en robe de chambre et pieds nus, versant le café, et Marcus assis à la table, les cheveux humides, en pyjama, avec ce même sourire, comme s'il n'était pas mort, comme s'il n'était jamais mort. Elle ne cria pas. Elle ne s'évanouit pas. Elle ne jeta rien. Elle resta simplement là, à observer, pétrifiée. Tasha s'approcha par derrière et caressa l'épaule de Marcus. Il prit sa main et l'embrassa. Puis Tasha embrassa le sommet de sa tête. Il ressemblait à un couple qui partageait ses matins, ses secrets et ses lits depuis des années. Keisha fit un pas en arrière. Puis un autre. Elle heurta le cadre de la porte. Elle s'agrippa au mur. Le couloir semblait infini. L'air était épais. Sa poitrine lui faisait mal. La trahison avait un goût amer, comme si elle lui brûlait la langue. Elle quitta la maison sans fermer la porte. Elle marcha pieds nus sur le trottoir jusqu'au coin de la rue. Là, elle s'arrêta, s'appuya contre un réverbère et regarda ses mains. Elles tremblaient comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre. Elle se demanda si elle rêvait, si c'était un cauchemar causé par le chagrin, si à tout moment elle allait se réveiller dans son lit et que Marcus lui demanderait si elle voulait du thé ou du café. Mais elle ne se réveilla pas. Des voitures passaient comme si de rien n'était. Des oiseaux chantaient. La ville était toujours vivante, tout comme son mari. La fin, ou une partie de celle-ci. Elle rentra chez elle en marchant lentement, les pieds sales, les bas filés et l'âme en lambeaux. Le chauffeur l'attendait à la porte avec un regard inquiet. « Est-ce que tout va bien, Madame Van ? Voulez-vous que je vous y emmène maintenant ?» Elle le regarda, incapable de répondre. Elle entra, s'enferma dans la salle de bain et vomit. Puis elle s'assit par terre, pleurant en silence. Marcus était vivant, et il était avec sa sœur pendant tout ce temps. L'histoire que tout le monde racontait, la mort, l'hôpital, la maladie soudaine, le certificat de décès, tout cela faisait partie de quelque chose de plus sombre, quelque chose qu'elle ne parvenait toujours pas à comprendre pleinement. Le téléphone commença à sonner sans arrêt. Ses beaux-parents, sa belle-sœur, des amis, personne ne comprenait pourquoi elle n'était pas à l'enterrement. Personne ne savait ce qu'elle avait vu. Elle éteignit le téléphone. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Elle fixa le plafond pendant des heures. Elle se souvint de chaque mot que Marcus avait prononcé ces derniers mois. Les excuses, les absences, le changement de ton, les silences qu'elle avait attribués au stress et qui étaient maintenant clairement des signes. Et elle avait tout ignoré. À 5 heures du matin, elle relut la note. N'assiste pas à la veillée funèbre de ton mari. Va plutôt chez ta sœur. Il n'est pas seul. Qui l'avait écrite? Qui connaissait la vérité et avait décidé de l'avertir? Et pourquoi? Elle se leva et regarda par la fenêtre. Il n'y avait personne dans la rue. Mais pour la première fois de sa vie, Keisha comprit une chose, la mort n'est pas toujours la fin. Parfois, c'est juste le début de l'enfer. Le matin arriva sans qu'elle ait fermé l'œil. L'image de Marcus vivant, buvant du café dans la cuisine de Tasha, était gravée dans son esprit comme une photographie qu'elle ne pouvait s'empêcher de voir même en fermant les yeux. Il ne restait plus une seule larme dans sa poitrine. Elle était sèche, vide, mais vivante. Et l'idée d'être vivante alors qu'il l'avait enterrée alors qu'elle respirait encore, enterrée sous une trahison, la fit se lever du sol. Elle ouvrit le robinet d'eau chaude sans réfléchir, sentant à peine son corps. À chaque pas dans sa maison, elle trouvait des souvenirs. Une tasse avec leurs initiales entrelacées, un vieux mot sur le frigo, la veste qu'il avait laissée sur le canapé avant sa mort. L'air sentait encore lui, l'odeur d'un homme qui s'était moqué de tout.
Le téléphone vibra sur la table de la salle à manger. 43 appels manqués, tous avec des noms récurrents, belle-mère, belle-sœur, cousin, ami. Les messages disaient la même chose. Où es-tu, Keisha? Est-ce que ça va? Tu n'es pas venu aux funérailles. Tout le monde t'attend au cimetière. Elle prit le téléphone, prit une grande inspiration et enregistra un message vocal d'un ton fragile, comme si elle était encore sous le choc. Elle l'envoya au groupe familial de Marcus. Je suis tellement désolé. Je me suis évanoui ce matin. Je suis de retour à la maison maintenant. Je vais bien, enfin je crois. Merci de vous inquiéter. Elle éteignit le téléphone. Elle se doucha à l'eau froide. Elle s'habilla sans hâte, ne portant rien de noir. Elle mit une robe bleue, celle que Marcus détestait parce qu'il disait qu'elle lui donnait un air trop sérieux, exactement comme il ne voulait pas la voir. Avant de partir, elle se regarda dans le miroir du couloir. La femme qui avait pleuré son veuvage pendant 3 jours n'était plus là. Maintenant, devant elle, se tenait quelqu'un d'autre, quelqu'un qui commençait à comprendre que l'amour ne meurt pas, mais que les mensonges peuvent tuer. Elle quitta la maison sans destination fixe. Elle marcha plusieurs pâtés de maison, comme si ses pieds savaient où aller même si elle l'ignorait, et se retrouva devant les portes du cimetière. Elle s'arrêta. Elle n'était pas prête. Comment peut-on l'être? À l'intérieur, une pierre tombale au nom de son mari l'attendait, une pierre sans corps, sans âme, sans vérité. Elle entra. Le chemin de gravier la mena directement à la nouvelle section. Là, au milieu des fleurs fraîches, des couronnes encore humides de rosée et d'un marqueur temporaire, se trouvait la supposée tombe de Marcus. Elle resta là, incapable de s'approcher. Elle sentait que si elle faisait un pas de plus, elle accepterait un mensonge. Mais si elle s'éloignait, elle perdrait la seule preuve physique de la tromperie. Elle se dirigea vers le marqueur et regarda attentivement. La gravure avait été faite à la hâte, le nom complet de Marcus, Marcus Emmanuel Dunn, les dates, 1979 à 2023. Marcus Emmanuel Dunn. Les dates, 1979 à 2023. Cette année, ce mois, ce mensonge. Une brise légère fit bouger ses cheveux. Elle avait froid malgré le soleil chaud. Elle s'agenouilla devant la tombe. Elle ne pleura pas. Elle pensa seulement, qui ont-ils enterré ici? Parce que si Marcus était vivant, cela signifiait qu'il y avait une autre personne en dessous, un inconnu, un cadavre volé. Elle regarda autour d'elle. Le cimetière était presque vide. Au loin, un gardien nettoyait une autre tombe. Plus loin, une femme âgée déposait des fleurs sur une pierre tombale. Keisha décida de s'approcher. Il y avait quelque chose de familier chez cette femme, comme si elle l'avait déjà vue. « Excusez-moi » dit Keisha, ne sachant pas exactement ce qu'elle voulait dire. La femme la regarda sans expression. « Vous êtes la femme du jeune homme qu'ils ont enterré hier. » Keisha hocha lentement la tête. « Oui. » La femme l'observa avec un mélange de curiosité et de jugement. « Vous n'étiez pas là. » Tout le monde l'a remarqué. Il y avait beaucoup de rumeurs. Certains disaient que vous vous étiez évanoui, d'autres que vous ne vouliez pas venir. Keisha ne savait pas comment répondre. Elle voulait dire la vérité, la crier, dire à cette femme ce qu'elle avait vu chez sa sœur, mais elle ne pouvait pas. Non, je ne me sentais pas bien, dit-elle simplement. La femme finit de déposer les fleurs sur la tombe voisine. Parfois, quand une femme ne va pas aux funérailles, ce n'est pas à cause de la douleur, c'est à cause de la vérité. Et la vérité, mon enfant, finit toujours par éclater. Et elle s'éloigna. Keisha resta en silence. Cette dernière phrase lui donna un frisson. L'avait-elle dit au hasard? Ou savait-elle quelque chose? Elle retourna à la tombe. Cette fois, elle se pencha et toucha la terre. Elle était meuble, comme si elle n'était pas bien tassée. Elle était perplexe. Elle n'était pas jardinière, mais elle avait assisté à suffisamment de funérailles pour savoir que dès le lendemain, la terre était généralement plus dure. Et puis elle remarqua quelque chose, un œillet blanc, parfaitement placé au centre de la tombe, ne faisant pas partie des autres bouquets. Il était seul, et en dessous, un petit morceau de papier froissé, comme si quelqu'un l'avait laissé exprès. Elle le déplia. Il n'y avait pas de lettre, juste une vieille photo, une photo de son mariage. Marcus et elle souriant, s'enlaçant, jeûnaient les yeux pleins de promesses. Au dos,
écrit à l'encre noire, les promesses ne se brisent pas, elles s'enterrent. Son cœur s'arrêta. Elle regarda partout. Il n'y avait personne à proximité qui aurait pu laisser cette photo, qui en savait autant. Elle mit le papier dans son sac et s'éloigna. Ses jambes tremblaient. Elle voulait crier. Elle voulait courir. Elle voulait se réveiller. Mais elle ne le fit pas. Elle appela un chauffeur et lui demanda de l'emmener au salon funéraire qui s'était occupé de tout. Elle ne savait pas pourquoi, mais elle avait besoin de réponses, de détails, de failles dans l'histoire, de quelque chose qui lui dise qu'elle ne devenait pas folle. Le salon funéraire était ouvert. Une femme d'âge mûr, ayant l'air d'avoir trop peu d'heures de sommeil et trop de larmes, la reçut derrière un comptoir. « Comment puis-je vous aider » demanda-t-elle, polie mais machinale. « Je suis la femme de Marcus Dunn. Je voulais poser quelques questions sur son service. » Les yeux de la femme s'agrandirent comme si elle voyait un fantôme. « Je suis tellement désolé. Une perte terrible. Votre mari était très jeune. » Keisha hocha la tête. « Oui. Pourrais-je voir le dossier ? Je veux juste m'assurer que tout est en ordre. Je dois régler certaines questions juridiques. » La femme hésita, mais sortit un dossier et le posa sur le comptoir. Keisha examina les documents, le certificat de décès, le numéro de corps de l'hôpital, le transfert, l'autorisation de crémation. Crémation. Oui, vous avez signé l'autorisation comme indiqué ici, dit la femme en désignant un papier. Keisha se figea. Elle n'avait jamais rien signé. Elle ne l'avait jamais autorisé. En fait, elle se souvenait avoir demandé un cercueil ouvert, mais à l'hôpital, on lui avait dit que ce n'était pas possible en raison de l'état du corps. Elle regarda la signature. C'était son nom, mais pas son écriture. Puis-je en prendre une copie ? Bien sûr. Y a-t-il un problème ? Non, non, c'est pour l'avocat. Merci. Elle partit, le cœur sur le point d'exploser. À ce moment-là, elle comprit. Tout avait été planifié. Marcus n'avait pas seulement simulé sa mort. Il avait falsifié des documents. Il avait construit une histoire parfaite. Et quelqu'un dans ce salon funéraire, dans cet hôpital, où les deux, l'avait aidé. Cette nuit-là, Keisha ne rentra pas chez elle. Elle prit une chambre dans un petit hôtel à la périphérie de la ville. Elle avait besoin de réfléchir en paix, sans craindre qu'on frappe à la porte, sans voir l'ombre de Marcus dans chaque coin. Elle s'assit au bureau et prit un carnet. Elle commença à écrire, qui a signé le permis de crémation ? Quel corps était dans le cercueil ? Qui a laissé le mot le jour de la veillée ? Qui a laissé la photo sur la tombe ? Que c'est Tasha ? Elle continua d'écrire, question après question. Chacune était un fil conducteur, et elle, bien que brisée, allait commencer à tirer sur chacun d'eux. Avant de dormir, elle se souvint de choses qu'elle avait ignorées pendant des mois, les appels tard le soir, les départs sans explication, les week-ends où il prétendait avoir des réunions, le changement de mot de passe de son téléphone, les regards fuyants quand il parlait de l'avenir, l'excuse que ce n'était jamais le bon moment pour avoir des enfants. Tout était là. Cela avait toujours été là. Mais l'amour, ce maudit amour, l'avait aveuglée. Elle éteignit la lumière et, pour la première fois, elle ne pleura pas. Marcus n'avait pas seulement simulé une mort. Il avait tué l'amour que Keisha lui avait donné. Il ne restait plus que des cendres vides. Et Keisha n'avait pas l'intention de rester en deuil. Elle prévoyait de déterrer la vérité, même si elle devait le faire seule, même si c'était la dernière chose qui la détruisait. Keisha revint chez elle alors que de sombres nuages commençaient à couvrir le ciel, menaçant de pluie. Elle portait les copies des documents du salon funéraire. Elle les avait lus au moins 5 fois dans le taxi, mais elle ne parvenait toujours pas à en assimiler les implications. Non seulement ils avaient falsifié sa signature, mais ils avaient incinéré un corps qui n'était très probablement pas celui de Marcus. Qui était dans cette boîte ? Qui avait aidé à faire passer cette farce pour une tragédie ? Elle entra, verrouilla la porte et n'alluma aucune lumière. Elle traversa la maison sombre, palpant les murs, caressant les meubles, comme si elle y cherchait une explication. Elle traversa le couloir et s'arrêta devant la porte du bureau de Marcus. Elle hésita quelques secondes avant de l'ouvrir. Il avait toujours été jaloux de cet espace, son coin, son monde. Il n'avait jamais permis à Keisha d'y faire le ménage. Il disait qu'il s'en chargerait, même si parfois des semaines passaient sans qu'il ne déplace quoi que ce soit. Chaque fois qu'elle s'en approchait,
Marcus haussait la voix avec ce ton doux mais ferme qu'il utilisait quand il voulait fixer une limite. Cette insistance semblait maintenant plus que suspecte. La porte grimaça en s'ouvrant. Le bureau sentait le vieux papier, l'encre et autre chose, quelque chose de rassis, comme de l'humidité emprisonnée entre des secrets. Keisha alluma la lampe de bureau. Tout était resté identique. L'ordinateur portable fermé, les livres d'architecture soigneusement empilés, les stylos parfaitement alignés dans leur support. Tout était trop parfait, trop propre, comme s'il avait préparé son absence jusque dans les moindres détails. Elle commença à fouiller dans les tiroirs, des papiers de travail, de vieux contrats, des plans de projet, des reçus. Rien qu'elle n'ait déjà vu. Elle ouvrit le dernier tiroir du bureau, le plus profond. Là se trouvait une boîte en bois qu'elle n'avait jamais vue, sculptée à la main avec un loquet ancien. Elle n'était pas verrouillée. En l'ouvrant, elle trouva un épais carnet noir, à couverture rigide, sans titre, sans nom, rien. Elle le prit à deux mains. Elle n'était pas verrouillée. En l'ouvrant, elle trouva un épais carnet noir, à couverture rigide, sans titre, sans nom, rien. Elle le prit à deux mains. Elle sentait l'objet brûler, comme s'il avait son propre pouls. Elle s'assit par terre, s'appuyant contre le mur, et commença à lire. Les premières pages étaient pleines de phrases éparses, de mots décousus, de dates, de chiffres, mais à mesure qu'elle avançait, le contenu devenait plus sombre, plus clair, plus réel. Phase 1. Créer une distance émotionnelle, réduire les contacts physiques, éviter les conversations profondes, prétexter le stress du travail. Phase 2. Normaliser les absences, les voyages fréquents, les réunions nocturnes. Phase 3. Normaliser les absences, les voyages fréquents, les réunions nocturnes. Phase 3. Construire des alibis. Utiliser T comme intermédiaire. La famille ne soupçonnera rien. Keisha ressentit une vive douleur à l'estomac. L'initiale de sa sœur était là, noir sur blanc. Ce n'était pas un soupçon. C'était une preuve, une confession écrite avec la froideur d'un chirurgien. Elle continua de lire. Il y avait une page entière de notes sur des hôpitaux, des noms de médecins, des cliniques privées, des contacts, la recherche d'un certificat de décès légitime, le pot de vin nécessaire, le salon funéraire Saint-Jude, l'accord verbal conclu, ne pas mentionner Keisha, ne traiter qu'avec moi. Elle tourna la page et trouva quelque chose qui lui retourna l'estomac. T'es pas sûr. Tasha dit que nous devrions attendre. Je lui ai dit que c'était le moment. Émotionnellement, Keisha est vulnérable. C'est l'occasion parfaite. En dessous, une date, le 7 septembre, 2 semaines avant la fausse mort de Marcus. Elle referma brutalement le carnet. Elle avait l'impression de ne plus pouvoir respirer. Elle voulait hurler, mais pas un seul mot ne sortait. Il avait tout planifié. Ce n'avait pas été une décision impulsive. C'était un projet de disparition. Et sa sœur faisait partie du plan. Ce n'était plus seulement une trahison. C'était un crime émotionnel prémédité. Elle mit le carnet dans son sac, se leva, quitta le bureau et se dirigea droit vers le placard de l'entrée. Elle attrapa un imperméable et un parapluie. Elle allait trouver plus de réponses. Elle se dirigea vers le quartier où habitait Tasha. Le ciel déversait une bruine constante et agaçante, comme s'il voulait effacer les traces du monde. Elle marchait dans les rues comme une enquêtrice silencieuse, observant les visages des voisins, les fenêtres, les portes. Elle voulait parler à quelqu'un, n'importe qui ayant pu les voir ensemble. Elle s'arrêta devant la petite épicerie du coin. Là, une femme d'environ 50 ans rangeait des caisses de fruits. Keisha s'approcha. « Bonjour. Excusez-moi, connaissez-vous Tasha, celle qui habite dans la maison blanche au coin ?» La femme la regarda de haut en bas. « Bien sûr, vous êtes sa sœur. » Keisha hocha la tête. « Oui. » « Depuis combien de temps la connaissez-vous ? » ?»« Depuis qu'elle a emménagé, après son divorce, il y a environ 2 ans. » »« Et avez-vous remarqué si quelqu'un lui rendait visite fréquemment ? » La femme s'essuya les mains sur son tablier et baissa la voix. « Écoutez, je n'aime pas les potins, mais puisque vous le demandez, cet homme grand, les cheveux foncés, un peu de barbe, il venait tous les soirs. Parfois je partais tard et il était encore là, et parfois il était déjà là le matin. On voyait bien qu'il vivait là. Elle ne me l'a jamais présenté, mais il n'y avait pas besoin de deviner. Ils étaient en couple. Ça se voyait à 1 kilomètre. Keisha sentit une boule dans sa gorge.
Depuis combien de temps le voyez-vous par ici? Oula, ma petite, depuis des mois. Peut-être 6 ou plus. Et êtes-vous sûr que c'était toujours le même homme? La femme fronça les sourcils. Comment pourrais-je ne pas l'être? L'eau de Cologne qu'il portait, je ne l'oublie pas. La même que mon mari utilisait avant de me quitter. Ces odeurs-là vous marquent. Keisha la remercia d'un souffle de voix. Elle continua de marcher. Elle frappa à la porte d'un voisin. Une femme âgée au regard curieux ouvrit. C'est qui? Bonjour, je suis Keisha, la sœur de Tasha. Je voulais juste savoir si vous aviez vu un homme grand, à la peau sombre, lui rendre souvent visite. La femme l'interrompit avant qu'elle n'ait fini. Ah, celui avec le SUV gris. Keisha se figea. Oui, celui-là. Eh bien, oui, nous le pensions tous. Il arrivait tous les soirs vers 22h et repartait à 6h du matin. Parfois, il s'absentait pendant des jours. Je ne l'ai pas vu depuis quelques semaines. Je pensais qu'ils s'étaient disputés ou qu'ils étaient partis en vacances. Je ne sais pas. C'était votre mari, n'est-ce pas? Keisha déglutit difficilement. Non, il ne l'est plus. Elle prit congé rapidement. Elle ne pouvait plus écouter. Chaque mot était un coup de poignard. Chaque témoignage lui coupait le souffle. Elle s'arrêta devant la maison de Tasha. Elle n'entra pas. Elle ne frappa pas. Elle ne voulait pas la voir, pas encore. Mais elle avait besoin de quelque chose. Elle traversa la rue et entra dans la petite boulangerie où elles achetaient des friandises quand elles étaient petites. Elle s'approcha du comptoir. Un jeune homme la servit aimablement. « Bonjour, qu'est-ce que je vous sers? Depuis combien de temps travaillez-vous ici? » Environ 2 ans. Vous souvenez-vous d'une femme nommée Tasha? Elle habite juste en face. Le jeune homme hocha la tête. Oui, celle avec le jardin. Le jeune homme hocha la tête. Oui, celle avec le jardin. Parfois, elle vient ici avec son partenaire. Vous les avez vus récemment? La semaine dernière. Ils sont venus ensemble. Il a commandé un café et elle a commandé du pain. Ils sont restés assis ici un moment. Ils parlaient doucement, mais ils n'avaient pas l'air distants, ils étaient à l'aise. Vous souvenez-vous s'il est déjà venu seul? Oui, quelquefois. Une fois, il est venu pour lui acheter des fleurs. Je lui ai demandé si c'était sa femme. Il m'a dit que non, pas encore. Keisha sentit ses jambes faiblir. Avez-vous des caméras de sécurité? Oui, mais les enregistrements sont effacés tous les 5 jours. Elle hocha la tête. Il n'y avait plus rien à demander. Elle partit, trempée, et se dirigea vers le salon funéraire Saint-Jude, celui-là même qui s'était occupé du service de Marcus. Elle entra avec la détermination de quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. Cette fois, un homme plus âgé l'a reçue, probablement le propriétaire. Comment puis-je vous aider? Je veux me renseigner sur un service que vous avez effectué il y a quelques années. Non, pas celui de Marcus Dunn, un autre. L'homme la regarda avec méfiance. Sous le nom de Derek Webb, il y a environ 2 ans, son ex-mari est décédé. L'homme consulta un registre. Il fronça les sourcils. Oui, Derek Webb. Crise cardiaque. Service direct. Tout est allé très vite. Vous souvenez-vous si Marcus Dunn était impliqué? Ce nom me dit quelque chose. Un instant. Il se leva et alla vers un classeur. Il revint avec un autre dossier. Le voilà. Il a tout payé. Il était le contact principal, bien qu'il ne fasse pas partie de la famille proche. Keisha chancela. Vous en êtes sûr? Je ne me trompe pas. Il est même venu lui-même apporter le certificat médical. C'était des mois avant la mort de Marcus. Keisha resta en silence. Le monde tournait à nouveau. Marcus avait été impliqué dans l'enterrement de l'ex-mari de Tasha. Avant de simuler sa propre mort, avant d'apparaître dans sa cuisine, avant de tout détruire, elle quitta le salon funéraire. Cette fois, elle ne pleurait pas et ne tremblait pas. Elle marchait sous la pluie comme si rien ne pouvait la mouiller plus qu'elle ne l'était déjà à l'intérieur. Le carnet noir était la carte de l'enfer, et elle était déterminée à aller au fond des choses, même s'il ne restait personne de vivant quand elle aurait tout découvert, même si elle devait ramper dans les cendres et les mensonges, même si son propre sang était souillé.
parce qu'à ce stade, la seule chose pire que la vérité était de continuer à vivre dans l'ombre. Le silence du petit matin n'était rompu que par le martèlement de la pluie contre les vitres. Keisha ne pouvait pas dormir. Le carnet noir restait ouvert sur son lit. Sur la page où Marcus détaillait la participation d'un médecin portant les initiales AC, il n'était pas difficile de deviner de qui il s'agissait. La même signature apparaissait sur le certificat de décès de Marcus, et aussi sur celui de Derek Webb, l'ex-mari de Tasha. Le même nom, la même écriture penchée, comme si signer des décès était une routine pour lui. Keisha savait que ce médecin n'était pas un simple pion. Il faisait partie de la machinerie. Elle se leva, toujours vêtue de ses vêtements de la veille, et chercha le médecin sur Internet. Son nom était le docteur Arthur Clay, un médecin généraliste spécialisé en médecine d'urgence. Il avait une petite clinique privée, mais travaillait également à l'hôpital où le corps de Marcus était censé avoir été emmené. Il avait une licence valide, pas de plainte publique, mais quelque chose la fit frissonner. Il avait signé plus de 17 certificats de décès au cours des 3 dernières années, tous liés à des patients sans famille connue ou avec des parents éloignés qui ne se présentaient jamais pour réclamer les corps. Le schéma était clair. Quelqu'un avait besoin de corps sans voix, sans histoire, sans visage. Et cet homme les fournissait. Keisha nota les détails dans un autre carnet. Elle ne voulait pas continuer à utiliser celui de Marcus. Celui-là contenait ses mensonges. Elle avait besoin de construire sa propre vérité. Le lendemain, elle se rendit au cimetière où, selon les registres, Derek Webb était enterré. Le ciel était toujours gris. Dans sa poche, elle portait une petite pelle de jardin. Elle n'avait pas l'intention de déterrer un cadavre, mais elle voulait confirmer quelque chose de ses propres yeux. Elle chercha la tombe 417B. Elle n'avait ni marbre ni croix métallique, juste une simple plaque de ciment avec son nom, ses dates et la phrase « Repose en paix ». L'endroit était isolé, près du mur du cimetière. Personne d'autre ne visitait cette section, pas même en passant. Keisha observa la terre, elle n'était pas compacte. En fait, il y avait des signes qu'elle avait été récemment remuée. L'herbe, qui pousse normalement avec le temps, dépassait à peine des bords, comme si l'enterrement avait eu lieu il y a quelques jours. Elle s'accroupit et enfonça la pelle dans le sol. Elle glissa facilement. Il n'y avait pas de seau de chaux, pas de ciment, pas de gravier, rien de ce qui est utilisé dans les tombes permanentes. Elle le sut alors, ce cercueil était vide. Ou, s'il contenait quelque chose, ce n'était pas Derek. C'était impossible. Tout était trop similaire à la situation de Marcus. Elle entendit des pas. Elle se leva rapidement, cacha la pelle et fit semblant de prier. Un gardien passa et lui lança un regard suspect mais ne dit rien. Lorsqu'il s'éloigna, Keisha prit des photos avec son téléphone, se concentrant sur la terre meuble, les fleurs encore fraîches et l'absence de plaque officielle de la ville. Tout servait de preuve. Elle décida de se rendre au tribunal des successions du comté. Elle avait besoin de confirmer si Derek, avant de mourir, avait apporté des modifications à ses actifs. Elle se présenta au bureau, prétendant être une amie proche, et fournit le numéro de sécurité sociale qu'elle avait pris dans le carnet de Marcus. Après près de 2 heures d'attente, on lui remit une simple copie du testament enregistré par Derek Webb, daté d'un mois avant son décès. Elle le lut attentivement. Il s'y trouvait ce qu'elle craignait, Derek laissait tout à Tasha, une maison sur la côte, un compte d'épargne et une police d'assurance vie. Avant cette date, son seul héritier était un neveu vivant à l'étranger. Le changement était trop soudain, trop opportun. Keisha s'arrêta sur une clause. Le testament avait été certifié par un avocat spécialisé en succession nommé Lawrence Pike. Elle fit des recherches sur lui en ligne. Surprise, c'était le même qui avait validé une procuration spéciale que Marcus avait accordée à une personne au nom vague, RGH. Qui était-ce? Un homme de paille? Une fausse identité? Le schéma ne pouvait plus être ignoré. Médecin? Avocat? Pompe funèbre? Un réseau? Une structure qui permettait de simuler des décès, de cacher des corps et d'effacer des traces, et au centre de tout cela, Marcus et Tasha. Ce soir-là, Keisha ne put rester chez elle. Elle sentait les murs la surveiller. Elle sortit marcher sans but jusqu'à ce qu'elle finisse dans un petit bar du centre-ville, l'un de ces endroits où personne ne pose de questions. Elle commanda un café et s'assit à une table au fond. Elle sortit ses notes et commença à relier les lignes. Elle utilisa un stylo rouge, Marcus, Derek, Tasha.
Et au centre, le mot « argent ». Toujours aussi sérieuse, hein, dit une voix qui la fit lever les yeux. Un homme plus âgé aux cheveux gris et aux petits yeux se tenait devant sa table. Il portait une veste grise et avait une expression dure. Il ne ressemblait pas à un client, il ne cadrait pas avec l'endroit. Nous nous connaissons, n'est-ce pas? Ou nous devrions. Je suis Jérôme Webb, le frère de Derek. Keisha déglutit péniblement. Il n'y avait aucune trace d'un frère. Elle pensait qu'il n'avait pas de parents proches, c'est ce qu'ils avaient dit à l'enterrement. Mais personne ne m'a rien demandé, dit Jérôme. Il la regarda intensément et s'assit sans y être invité. Je sais qui vous êtes, Keisha. Je sais pour Marcus, pour Tasha, et je sais que vous n'êtes pas folle. J'ai des questions, moi aussi. Beaucoup. Pourquoi apparaître maintenant? Jérôme sortit un dossier contenant des photos, des documents et des copies de messages. Parce que j'enquête sur la mort de mon frère depuis 2 ans. Je n'ai jamais cru à une crise cardiaque. C'était un athlète. Il était en bonne santé. Et parce que quand j'ai vu les photos de votre mari, j'ai reconnu son visage. C'est lui qui s'est présenté comme l'avocat de mon frère. Je l'ai vu. Je l'ai confronté. Il a dit qu'il était son gestionnaire financier. Puis il a disparu. Quelques jours plus tard, Derek est mort. Keisha sentit son cœur s'arrêter. Pourquoi n'êtes-vous pas allé à la police? J'ai essayé, mais je n'avais pas de preuves, juste une intuition. Jusqu'à présent. Il fit glisser une photo vers elle. C'était une photo prise de loin, floue mais assez nette, Marcus entrant dans la maison de Tasha. Il se tenait par la main, la date était de 3 mois avant sa mort. Que voulez-vous faire? La même chose que vous. Les démasquer, mais pas n'importe comment. Nous devons le faire de manière à ce qu'ils ne puissent pas se cacher. S'ils enterrent des gens vivants ou volent des identités, cela dépasse nos familles. C'est un réseau criminel. Keisha le regarda avec méfiance, mais aussi avec nécessité. Elle ne pouvait plus le faire seule. J'ai besoin de savoir si Derek est réellement mort. J'ai un contact à la morgue. Demain, nous pourrons confirmer si son corps est passé par là ou non. S'il n'est jamais arrivé, votre théorie est juste, et nous ne cherchons pas des fantômes, mais des complices. Keisha accepta, non par confiance, mais par désespoir. Cette nuit-là, elle retourna à l'hôtel avec un étrange mélange de force et de nausée. L'idée que Tasha avait tué Derek, ou pire, que Marcus avait pris son identité, n'était plus une exagération. C'était une possibilité. Avant de dormir, elle ouvrit à nouveau le carnet noir. Elle lut une page qu'elle avait négligée auparavant, prochaine phase. Nettoyer les comptes. Fermer les cycles. Recommencer avec un nouveau nom. Tout est prêt avec T. Le reste dépend du moment opportun. Ce nouveau nom la fit réfléchir. Et si Marcus n'était plus Marcus? S'il avait supplanté Derek ou quelqu'un d'autre? Elle regarda le plafond. L'écho de sa propre respiration était la seule chose qui la maintenait de ce côté de la folie. Parce qu'elle savait maintenant qu'il n'y avait pas qu'un seul faux enterrement, il y en avait 2. Et probablement bientôt, il y en aurait d'autres. Cette idée se répétait dans l'esprit de Keisha comme une sentence. Les nuits devinrent sans fin, les yeux ouverts sur le plafond, repassant encore et encore les connexions, les visages et les mots écrits dans son carnet. Marcus n'avait pas simulé sa mort juste pour lui échapper. Il y avait quelque chose de plus sombre, de plus froid derrière tout cela. Ce n'était pas seulement une trahison, c'était un modèle, un système, un réseau. Le lendemain matin, Jérôme vint la chercher devant l'hôtel. Il portait un dossier. Keisha l'ouvrit dès qu'elle monta dans la voiture. C'étaient des copies de mails, des messages textes imprimés et des photos de surveillance. Sur la plupart des images, Marcus apparaissait où l'homme qu'elle croyait être son mari. Sur certaines, il se faisait appeler Alvaro. Sur d'autres, César. Sur plusieurs documents, il apparaissait avec un permis de conduire au nom de Rodrigo Mendez. D'où vient tout cela? Une femme m'a contacté il y a quelques mois, répondit Jérôme, les yeux sur la route. Elle a dit qu'elle le connaissait sous le nom de Rodrigo. Il s'est présenté comme un homme d'affaires veuf avec une fille en Europe. Il lui a demandé de l'argent pour un investissement immobilier. Quand elle a commencé à avoir des soupçons, il a disparu. Comment l'avez-vous trouvé? Sur un forum pour les victimes d'arnaques sentimentales. Je l'ai ouvert par désespoir.
Je ne pensais pas que quelqu'un répondrait. Keisha examina l'un des emails que la femme avait envoyé à Jérôme. Il contenait des captures d'écran d'une conversation avec des phrases identiques à celles que Marcus lui avait dites pendant des années. Personne ne m'a jamais compris comme toi. Toi seul me fais me sentir vivant. J'ai juste besoin de régler un problème familial et ensuite nous serons ensemble pour toujours. C'était comme regarder une pièce de théâtre répétée pour différents publics. Jérôme lui tendit un numéro écrit sur une serviette. Appelez-la. Elle s'appelle Simone. Keisha appela d'une cabine téléphonique. La voix à l'autre bout semblait sûre et ferme, avec un calme forgé par les épreuves. Bonjour, Keisha. Je vous attendais. Elles se rencontrèrent dans un café tranquille loin du centre-ville. Simone était une femme d'environ 40 ans, élégante mais sans ostentation. Son regard avait la dureté de quelqu'un qui en a trop vu et qui a appris à douter de tout. Quand il m'a dit que sa femme était morte d'un cancer, j'ai pleuré avec lui, commença Simone sans détour. Il m'a emmené devant une fausse tombe. Il a apporté des fleurs. Il m'a embrassé en pleurant. Il m'a fait croire que sa douleur était réelle. Keisha ne dit rien, elle écouta simplement, rassemblant les morceaux de sa propre histoire dans chaque mot. Il m'a demandé $5000 pour investir dans un terrain. Il m'a montré des papiers et des plans, tout semblait légal. Je n'ai jamais pensé que c'était une arnaque jusqu'à ce qu'il s'évanouisse dans la nature. Où l'avez-vous rencontré? Lors d'un événement de la chambre de commerce. Il s'est présenté comme Rodrigo Mendez. Il a dit qu'il avait une entreprise de matériaux de construction et qu'il venait de déménager après la mort de sa femme. Keisha sortit une page du carnet noir et la lui montra. Ce nom figurait sur la liste de contacts de Marcus. Simone la lut attentivement. Ce Charles L. René l'a mentionné, elle a dit que c'était son architecte de confiance, mais je ne sais pas s'il a vraiment existé. Elles passèrent l'après-midi à partager des détails. Simone montra des photos, des reçus bancaires et des emails. Chacun s'emboîtait comme une pièce d'un puzzle bien plus vaste. Avant de se dire au revoir, Simone dit quelque chose qui la glaça, il y en a une autre. Elle s'appelle Renée. C'est une détective privée. Je l'ai engagée après la disparition de Rodrigo, et elle est déjà au courant pour vous. Keisha se mordit la lèvre. Que savez-vous d'elle? Elle vous cherchera. Elle rassemble des preuves pour le dénoncer. Elle a accès aux mouvements bancaires, aux images et aux écoutes téléphoniques. Elle ne veut pas seulement justice, elle veut le couler, coûte que coûte. Cette nuit-là, Keisha ne dormit que 3 heures. Le lendemain, elle reçut un appel. Numéro inconnu, une voix froide et professionnelle, je suis René. Je sais qui vous êtes, et je sais ce que vous cherchez. Êtes-vous prête à aller jusqu'au bout? Il n'y a pas de retour en arrière possible. Elles se rencontrèrent dans un appartement aux fenêtres scellées et aux rideaux tirés. René avait tout disposé sur une table, dossiers, disques durs, clés USB et photos imprimées. Il a utilisé au moins 5 identités au cours des 8 dernières années. Il a simulé sa mort 2 fois. Il a entretenu des relations avec 3 femmes à la fois et a transféré de l'argent vers des comptes au Panama, en Uruguay et en Suisse. Keisha n'arrivait pas à y croire. Avez-vous des preuves? J'ai tout le nécessaire pour le détruire. Il ne me manque qu'une chose, votre témoignage. Keisha lui remit le carnet noir. René l'examina avec une précision analytique. C'est de l'or. Il contient des dates, des noms, des racines. C'est le journal de bord d'un criminel. Elles passèrent des heures à organiser l'information. Pour la première fois, Keisha se sentit utile. Elle n'était plus seulement la femme trahie, elle faisait partie de quelque chose de plus grand. René sortit un dossier épais. À l'intérieur se trouvaient des copies de virements bancaires. L'un d'eux attira son attention, une somme importante envoyée sur un compte au nom de Tasha Van. Keisha sentit ses pieds se glacer. Combien? $10 000, transférés un mois avant la mort de Marcus depuis un compte associé à Rodrigo Mendez. L'assurance regardait ceci. René lui tendit une copie d'une police. Marcus avait désigné Tasha comme unique bénéficiaire. Date d'émission, 3 mois avant le faux accident. Cause du décès, accident de la route. Comment a-t-il obtenu cela? Le paiement est gelé. Une alerte a été déclenchée pour une fraude possible. Keisha ferma les yeux et prit une profonde inspiration. Quand elle les ouvrit, elle n'était plus la même. Dénonçons-le. Pas encore, l'arrêta René.
Nous allons monter le dossier. Nous allons le faire fuiter dans la presse. Nous allons tous les exposer, Marcus, Tasha, le médecin, l'avocat, l'entreprise de pompes funèbres. Si nous les attaquons légalement, ils se cacheront. Mais si nous les rendons publics, ils n'auront plus nulle part où ramper. Keisha acquiesça. Jérôme arriva peu après. Quand il vit toutes les informations rassemblées, ses yeux s'embuèrent. Je n'aurais jamais pensé que nous irions aussi loin. Keisha le regarda. Et nous n'avons même pas encore commencé. Dans les jours qui suivirent, ils créèrent une archive commune. Ils organisèrent chaque élément de preuve dans des dossiers numériques et firent des sauvegardes. Ils contactèrent une journaliste indépendante. Elle accepta d'écouter l'histoire avec scepticisme, mais en voyant les documents, son visage changea. C'est de la dynamite, mais j'ai besoin de plus. J'ai besoin d'une interview. Keisha accepta. Elles enregistrèrent dans une pièce anonyme, son visage partiellement caché, sa voix tremblante au début, mais au fur et à mesure qu'elle parlait, elle retrouvait sa force. Mon mari a simulé sa mort. Ma sœur était sa complice. Ce qu'ils ont fait n'est pas seulement une trahison. C'est une escroquerie, un crime émotionnel, légal et moral. La journaliste, Alicia Cross, promit de diffuser le reportage dans 2 semaines. Elle leur demanda de ne pas quitter la ville. Cette nuit-là, Keisha reçut un message texte d'un numéro inconnu, « Je sais ce que vous faites. Arrêtez de creuser. Vous ne savez pas à qui vous vous attaquez. » Elle sourit pour la première fois depuis que tout avait commencé, car elle savait maintenant qu'il avait peur, car elle était maintenant celle qui déplaçait les pièces. Keisha n'hésitait plus lorsqu'elle parlait. Ses pas étaient fermes, son regard direct. Il n'y avait plus de place pour l'hésitation. La trahison de Marcus l'avait brisée une fois, mais la nouvelle Keisha n'était pas faite pour souffrir. Elle était faite pour démasquer les monstres, et elle n'allait pas le faire seule. Le lendemain matin, elle rencontra Jérôme au bureau d'un avocat spécialisé en droit pénal. Jérôme avait réussi à convaincre ses parents, les parents du regretté Derek Webb, d'entamer une procédure judiciaire et de demander l'exhumation du corps enterré sous le nom de leur fils. Keisha resta en retrait pendant la réunion, mais sa présence fut déterminante. Elle avait rassemblé suffisamment de preuves pour documenter les irrégularités, et maintenant, enfin, la justice semblait commencer à se retourner contre le mensonge. Avec ça, dit l'avocat en montrant le dossier qu'ils avaient constitué, nous allons demander une ordonnance du tribunal pour vérifier l'identité du cadavre. Nous avons besoin de preuves médico-légales, et n'importe quel juge censé nous l'accordera. Keisha ressentit un vertige, mais aussi une lueur d'espoir. S'ils parvenaient à ouvrir cette tombe et à confirmer que Derek n'était pas à l'intérieur, ils auraient une bombe entre les mains. L'histoire changerait non seulement pour elle, mais pour toutes les personnes que Marcus et son réseau d'ombre avaient touchées. Ce soir-là, dans son appartement, Keisha se servit un verre de vin. Elle examinait les documents pour la énième fois quand son téléphone sonna. Numéro masqué. Elle répondit avec prudence. « Allô ?» Une voix d'homme rauque par là-bas, « Il y a des vérités qui tuent, Keisha. » Laissez les tombes fermées. Et il raccrocha. Keisha laissa le téléphone sur la table, tremblante. Elle courut fermer les fenêtres et vérifier les verrous. La menace était réelle. Ce n'était pas de la paranoïa, c'était un avertissement. Elle appela René, qui répondit instantanément. « Je viens de recevoir un appel menaçant. Ne répondez plus au numéro masqué et venez chez moi. C'est plus sûr. J'ai des caméras, une alarme et une sécurité privée. Ne prenez pas de risques. » Keisha fit un sac avec l'essentiel et partit. Dehors, le vent sifflait, comme s'il savait lui aussi que quelque chose de sombre approchait. Elle marcha rapidement jusqu'à une avenue principale et héla un taxi. Pendant le trajet, elle pensa à la facilité avec laquelle Marcus avait créé des identités, déplacé de l'argent et menti. Mais ce qui lui faisait le plus mal, c'était d'avoir été si proche de lui pendant des années sans voir qui il était réellement. En arrivant à l'appartement de René, elle fut accueillie par une étreinte silencieuse. Les mots n'étaient pas nécessaires. Toutes deux savaient que franchir la ligne entre l'enquête secrète et l'exposition publique faisait d'elle des cibles. « Vous êtes en sécurité ici pour le moment, » dit René. Cette nuit-là, elles dormirent avec les lumières allumées. Le lendemain matin, Keisha passait à nouveau les documents en revue quand elle vit quelque chose qu'elle avait négligé, un reçu presque insignifiant au nom du médecin qui avait signé les certificats de décès de Derek et Marcus, le docteur Arthur Clay. À côté de sa signature se trouvait un petit logo d'une clinique qu'elle ne connaissait pas.
Elle chercha la clinique en ligne. En consultant sa page de contact, elle découvrit quelque chose de troublant. Parmi les membres du conseil d'administration figurait le nom de l'avocat, Laurence Pike, celui-là même qui s'était occupé du testament de Marcus. Keisha prit une profonde inspiration. Elle avait besoin de confirmer. Elle continua à chercher. Elle trouva un vieil article d'un magazine universitaire. Une photo en noir et blanc montrait 3 jeunes hommes récompensés pour un projet médico-légal, Arthur Clay, Laurence Pike, et un troisième dont le visage n'était autre que celui de Marcus, sous le nom de Stephen Gray. Un autre alias, un autre déguisement. Ils étaient camarades d'université, dit Keisha à René. Ce réseau a été construit il y a longtemps. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un système. René la regarda sérieusement. Et vous êtes au centre. Cet après-midi-là, alors qu'elle revenait des courses, Keisha remarqua quelque chose d'étrange, une camionnette sombre garée devant l'immeuble. Elle n'était pas du quartier. Elle n'avait pas de plaque d'immatriculation à l'avant. En passant devant, elle sentit que quelqu'un la surveillait. Elle ne voulut pas regarder directement, mais la peur s'installa de nouveau dans sa poitrine comme un animal endormi se réveillant avec rage. Elles visionnèrent les caméras de sécurité. À 3 heures du matin, quelqu'un avait tenté de forcer l'entrée du bâtiment. Il n'y était pas parvenu. L'alarme avait retenti et il avait pris la fuite. Mais ce n'était pas un voleur ordinaire. Il portait des gants, une cagoule, et n'avait rien emporté. René signala l'incident. Keisha sentit l'étau se resserrer. Ils étaient proches de quelque chose qu'ils ne pouvaient pas laisser éclater au grand jour, et elle n'allait pas reculer. Le lendemain matin, une enveloppe blanche sans adresse d'expédition apparut dans la boîte aux lettres de René. Keisha l'ouvrit avec des gants, comme René le lui avait appris. À l'intérieur se trouvait un papier avec une seule phrase, « Marcus n'est pas le seul. Il y en a d'autres comme lui. » René la regarda sans surprise. « Je vous l'ai dit, cela dépasse une simple relation. Nous découvrons un modèle. Des hommes qui vivent de mensonges, des hommes qui disparaissent. Ils volent des vies, des identités et des héritages. Ce sont des spécialistes. Ce sont des prédateurs émotionnels. » Keisha ressentit un mélange de terreur et de détermination. C'était comme une jungle invisible, et elle y était entrée sans le savoir, armée seulement d'amour. L'audience pour l'exhumation fut fixée rapidement, grâce à l'avocat et à la pression médiatique que le reportage à venir d'Alicia Cross commençait à générer. Les parents de Derek y assistèrent avec des visages tristes mais avec une dignité inébranlable. Le juge écouta les arguments, examina les preuves et signa finalement l'ordonnance. La tombe sera ouverte dans 5 jours sous supervision médico-légale et en présence de toutes les parties, déclara-t-il. Keisha quitta le tribunal, le cœur battant comme s'il n'allait pas tenir dans sa poitrine. Elle avait attendu ce moment si longtemps qu'elle craignait maintenant ce qu'elle allait découvrir. Jérôme la rattrapa à l'extérieur. Si Derek n'est pas là-dedans, tout change. Keisha acquiesça. Et s'il y est aussi? Quelques jours plus tard au cimetière, la terre fut retirée devant le juge, la famille, le médecin légiste désigné et plusieurs officiers de justice. Le cercueil fut extrait. Keisha eut l'impression de manquer d'air. Le juge ordonna son ouverture. À l'intérieur se trouvait un corps, ou ce qu'il en restait. Mais le légiste, en examinant les restes, fit la première révélation. Les dossiers dentaires ne correspondent pas. Qu'est-ce que cela signifie? Demanda Keisha. Que ce corps n'est pas celui de Derek Webb. Il appartient à une autre personne. Le juge ordonna une enquête immédiate. Le scandale ne tarda pas à exploser dans les médias, mauvais corps exhumés, entreprise de pompes funèbres sous suspicion, série d'escroqueries mortuaires. Ce n'était là que quelques-uns des titres que Keisha vit de loin. Elle ne célébra pas, elle savait que ce n'était que le début. Cette nuit-là, devant le miroir, elle se dit à voix basse, « Je vais te trouver, Marcus, même si cela doit me coûter la vie, même si je dois descendre en enfer avec toi. » Parce que la vérité n'était pas seulement sous terre, elle était dans les silences, dans les faux noms, dans les signatures croisées, dans les tombes vides, et dans chaque mensonge qui commençait maintenant à pourrir sous la lumière. Les médias flairèrent le sang comme des requins dans l'océan. Le scandale était imparable. L'exhumation du mauvais corps mit au jour un réseau de corruption, d'usurpation d'identité et de fraude impliquant des héritages, des assurances-vie et des testaments. Keisha, contrairement à tout ce qu'elle avait cru, devint le visage d'une vérité plus douloureuse que 1000 enterrements, une vérité qui réclamait justice.
À la journaliste Alicia Cross, la seule qui avait cru en elle dès le début, Keisha donna tout, les carnets, les documents, les enregistrements, les photos, les notes anonymes et les témoignages d'autres femmes. Et Alicia, qui avait perdu un proche à cause de la négligence de ce même médecin, prépara un reportage qui allait secouer le pays avec un mélange de professionnalisme et de rage personnelle. L'émission fut diffusée en prime time. Keisha était assise sur le canapé avec René pendant que les autres victimes étaient connectées par appel vidéo, lumières éteintes, cœur battant sur le point d'exploser. « Bonsoir », commença Alicia. « Ce que vous allez voir ce soir n'est pas une fiction. C'est une histoire vraie. C'est l'histoire de la façon dont une femme a été déclarée veuve alors que son mari prenait son petit déjeuner avec sa sœur dans une maison à quelques pâtés de maison du cimetière. » L'écran montra les documents, les noms des médecins, le lien entre les pompes funèbres, les témoignages d'autres femmes, les mouvements d'argent, la police d'assurance vie en faveur de Tasha, les certificats aux dates manipulées et les erreurs dans les dossiers dentaires du corps exhumé. Il était impossible de regarder et de ne pas ressentir de rage, impossible de ne pas prendre parti. Quelques minutes après le programme, le nom de Keisha était en tête des tendances. La « veuve invisible » avait conquis le cœur des téléspectateurs, mais elle ne cherchait pas la célébrité, elle cherchait la justice. Le bureau du procureur ne tarda pas à publier une déclaration. Une enquête officielle fut ouverte. Des mandats d'arrêt furent lancés contre Marcus Dunn, Tasha Van, le docteur Arthur Clay et l'avocat Laurence Pike. Le réseau commençait à s'effondrer. Marcus et Tasha prirent la fuite. La police suivit leurs mouvements. Ils retiraient de l'argent liquide par petites sommes, vendirent une voiture illégalement et achetèrent des billets de bus en direction de la frontière nord. Ils se cachaient, mais le monde devenait de plus en plus petit pour eux. Une semaine plus tard, Keisha reçut un appel inattendu. Pas des autorités, pas de la presse, c'était Tasha. « Que veux-tu » demanda Keisha d'une voix dure. « Je veux parler, juste toi et moi. Je ne veux pas aller en prison. Je te donnerai tout ce que tu veux, de l'argent, des propriétés. Nous pouvons conclure un accord. Personne n'est obligé de tout savoir. Ils savent déjà, Tasha. Tout le pays sait. Tu peux encore faire taire tout ça. Tu es la victime parfaite. Tout le monde te croit. Mais je peux faire disparaître tout ça. Dis-moi juste quand. » Keisha resta silencieuse. Chaque mot de sa sœur était un poignard rouillé s'enfonçant dans ses souvenirs. Le sang peut lier, mais la trahison transforme ce lien en nœud coulant. « Combien vaut ta conscience, Keisha » insista Tasha. « Pas assez pour la vendre contre tout ce que tu as détruit. » Et elle raccrocha. Ce fut la dernière fois qu'elle entendit sa voix. 4 jours plus tard, dans une ville frontalière, une femme remarqua un homme agissant nerveusement dans une station de bus. Il prétendait être un touriste, mais son accent ne correspondait pas. Elle alerta un policier. Ils l'arrêtèrent. Il portait une fausse carte d'identité, des passeports illégaux, de l'argent liquide et une enveloppe contenant des photos. C'était Marcus. Lorsqu'on lui demanda son nom, il ne répondit pas. Il dit simplement qu'il avait gagné. Le bureau du procureur informa Keisha. Ils autorisèrent les victimes à assister à la mise en accusation. Elle y alla et le vit entrer, menotté. Il avait vieilli, il était émacié. Il n'était plus l'homme charmant qu'il avait conquise. C'était un masque brisé tombé, exposé. Marcus la regarda. Keisha ne baissa pas les yeux. Elle ne pleura pas. Elle ne trembla pas. Elle ne parla pas. Elle l'observa simplement avec un silence plus brûlant que n'importe quel cri. Ils attrapèrent Tasha 2 jours plus tard dans un motel voisin. Elle tenta de se faire du mal, mais elle ne mourut pas. Ils la sauvèrent et la transférèrent dans un centre de détention. Pendant le transfert, elle cria des incohérences. Elle disait que Marcus l'avait manipulée, qu'elle ne savait rien, qu'elle n'avait fait que signer des papiers, qu'elle avait toujours envié sa sœur, que tout était un coup monté. Mais personne ne l'a cru. Le procès allait durer des mois. Les sentences étaient incertaines, mais Keisha n'attendit pas la condamnation pour faire ce que son âme ressentait. Elle retourna au cimetière. Elle marcha parmi les tombes jusqu'à l'endroit qui portait autrefois le nom de Marcus. La plaque était propre, sans gravure, la terre était remuée, et personne n'avait pris la peine de la remettre en état. Keisha s'accroupit, toucha la terre et ferma les yeux. Ici est morte la femme que j'étais. Maintenant, je renais. Elle n'avait plus besoin de cérémonie.
Elle n'avait plus besoin de vengeance. Elle avait obtenu toutes les réponses. Elle avait risqué sa vie, sa santé mentale, sa raison et sa foi en l'amour, en la famille et en la vérité. Et malgré tout, elle était toujours vivante, plus vivante que jamais. Ce soir-là, elle écrivit une lettre. Elle la publia sur ses réseaux sociaux, au même endroit où des centaines de personnes lui avaient écrit pendant des semaines, lui apportant leur soutien, partageant leurs propres histoires et confessant qu'elles aussi avaient été trahies par des membres de leur famille, par des amants ou par des systèmes corrompus. La lettre disait, « Pendant des années, j'ai été une épouse fidèle, une sœur aimante, une femme qui faisait confiance, jusqu'à ce qu'ils m'enterrent vivante. Ils m'ont appelée veuve pendant que mon mari dormait dans un autre lit. Ils m'ont traité de folle alors que je disais la vérité. Mais j'ai appris que la vérité n'a pas besoin de défense quand elle est étayée par des preuves. J'ai appris que le sang ne lie pas toujours, parfois, il empoisonne aussi. J'ai appris que toutes les blessures ne sont pas visibles et qu'il y a des deuils qui ne se terminent pas avec des fleurs. Il y a des deuils qui se terminent par la justice. Cette histoire n'est pas seulement la mienne. Elle appartient à toutes les personnes qui ont été réduites au silence par l'amour, par la peur ou par la honte. Aujourd'hui, je vous dis, parlez, battez-vous. Ne vous taisez plus. Parce que si le mensonge est une ombre, la vérité est un feu. Et il brûle, il nettoie et il fait mal, mais il libère aussi. Les commentaires pleurent par milliers, merci pour votre force, merci de parler pour ceux d'entre nous qui ne le pouvaient pas, merci d'avoir survécu. Keisha ne cherchait pas la gloire ou la reconnaissance. Elle voulait juste être libre. Et finalement, elle l'était. Elle ne se remaria pas, et ne fit pas à nouveau confiance immédiatement, mais elle commença à construire quelque chose de différent, une vie où elle n'avait pas à expliquer ses cicatrices, où elle pouvait planter l'amour sur d'autres terres. Loin de la boue qu'elle avait autrefois prise pour un jardin, elle fonda une association pour soutenir les victimes d'escroqueries émotionnelles et financières. Elle partagea son histoire dans des universités, des conférences et sur les réseaux sociaux non pas comme une héroïne, mais comme un témoignage vivant que l'on peut tomber et se relever. Et si quelqu'un lui demandait si tout cela en avait valu la peine, elle répondait qu'il ne valait pas la peine de perdre autant, mais qu'il en avait valu la peine de ne pas perdre le plus important, sa vérité. Parce qu'au bout du compte, la seule chose qui reste quand tout brûle, ce sont les choses que le feu ne peut pas toucher, l'âme, la dignité et le courage de recommencer. Si vous avez aimé cette histoire, je vous invite à laisser dans les commentaires ce que vous avez ressenti en l'écoutant. Et si vous avez vécu une situation de tromperie similaire, j'aimerais que vous partagiez votre précieux avis. Beaucoup de personnes traversent des situations similaires, nous espérons que votre voix leur donnera vie. Partagez cette histoire et faites partie du changement. N'oubliez pas de me dire de quelle ville vous regardez cette vidéo. Je serais très honoré si vous laissiez un j'aime, partagiez la vidéo avec un ami ou un membre de votre famille, et vous abonniez à la chaîne. Ne manquez pas la prochaine histoire incroyable qui apparaît sur votre écran dès maintenant.